bienvenue dans un nouvel épisode du Show Nomade, un podcast de Ma vie en van enregistré sur la route et présenté par nul autre que votre ami Florent, Flo pour les intimes, ou Florian, Laurent, François pour certains abonnés qui parfois m'envoient des emails comme « Salut Julien, j'adore ce que tu fais, continue ». On se donne rendez-vous chaque lundi pour une petite demi-heure ensemble pour parler de vie en van, de vie simple, de la réalité nomade derrière les filtres Instagram et de comment vivre de cette manière. C'est d'ailleurs notre sujet aujourd'hui, donc c'est parti pour un nouvel épisode du Show Nomade. Fermez les yeux et imaginez. Vous êtes sur une plage, les pieds dans le sable. Un livre de Paulo Coelho d'un côté, votre crème solaire de l'autre. Pas loin de là, votre van, un Westphalia vintage bleu éclatant est stationné face à la mer. Le bruit des vagues vous entoure. Une journée comme une autre, me direz-vous, dans la vie d'un vanlifer. Soudainement, votre téléphone intelligent émet un son. Oh, une nouvelle notification. Ça ne peut pas être Instagram car vous avez désactivé les alertes à force de millions d'abonnés qui aiment sans exception tout ce que vous partagez. Non, cette fois c'est un email de la compagnie avec qui vous collaborez. Depuis peu, vous faites la promotion d'un nouveau sac à dos imperméable au sable avec chargeur USB intégré. Vous ouvrez la caméra de votre iPhone 11, prenez quelques clichés de vos pieds devant l'horizon avec le 10 sac subtilement mis en évidence. Vous écrivez une description à votre publication Instagram. J'aime tellement mon nouveau Sunflare Travel Backpack. Il me permet de vivre la van life en toute sérénité. Vous cliquez sur publier après avoir ajouté quelques hashtags. Déjà, les nouvelles mentions j'aime tombent par centaines. Au même moment, vous recevez un virement de la part de la compagnie qui fait fabriquer ces sacs, ajoutant distraitement quelques milliers de dollars à votre compte en banque. Mais ça, c'est un détail. Une journée comme les autres dans la vie d'un nomade digital. La vie en van est souvent associée au concept de nomade digital, ces globetrotters n'ayant pas un travail comme tout le monde. En effet, les nouvelles technologies permettent à toujours plus d'aspirants nomades à travailler depuis n'importe où, là où ils se trouvent, du temps qu'ils ont une connexion Internet. Mais au-delà des clichés autour des influenceurs, aujourd'hui on va parler concrètement de comment développer une activité permettant de gagner sa vie tout en étant nomade. Avant de commencer, le show cette semaine est une présentation de Makena on the Road. Makena on the Road, si tu ne connais pas, c'est l'atelier nomade de mon amie Marina, alias Pam Novan, alias Wild She Goes sur YouTube, avec ce qu'elle trouve lors de ses voyages, que ce soit du verre dépoli. J'ai déjà participé à sa chasse au verre dépoli sur des plages et je vous dis, c'est du travail. Et d'autres pierres précieuses dénichées localement. Elle fabrique des bijoux et des accessoires pour hommes et pour femmes, parfaits pour faire plaisir aux gens qu'on aime, anniversaire, fête des mères, Saint-Valentin. Je réalise que toutes ces choses sont passées cette année, mais elles reviendront plus vite que vous ne le pensez. Donc allez faire un tour sur la boutique en ligne de Makena on the Road. Tous les auditeurs du Show Nomade reçoivent une promotion de 20% sur n'importe quelle commande avec le code MAVIENVAN tout attaché. Donc, MAVIENVAN te donne 20% sur tous les articles faits avec amour par la belle Marina. Tout ça, tu peux le retrouver sur www.etsy.com, /shop, S-H-O-P, Makena Jewelry, MAKENA-JEWELLERY. Je pensais que j'y arriverais pas à les plaire. Mais vous pouvez retrouver tous ces liens, comme tous les autres liens, des choses dont on discute dans ce podcast, en note de description. Donc merci à Marina pour sa contribution aujourd'hui. D'ailleurs, j'espère peut-être qu'un jour on la retrouvera, un de ces quatre, dans un épisode du podcast. Donc, devenir pigiste ou freelance, comme les gens disent en France, ça a toujours présenté des risques. Précarité des contrats, salaire impayé, concurrence dans les tarifs, disparité entre les périodes de travail, tant d'inconnus et d'imprévus qui peuvent engendrer beaucoup d'angoisse. Ce qui explique peut-être pourquoi on aime tant le travail salarié avec un même chèque de paie qui tombe tous les mois ou toutes les 2 semaines. Cela dit, tous ces risques, ils sont le prix à payer afin de profiter de sa liberté en tant que pigiste ou freelanceur. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet-là, on va sûrement faire une série de plusieurs épisodes sur différentes activités qu'on peut avoir en tant que nomade, mais aujourd'hui, je voulais vraiment avoir Clem et Muriel.
Clem et Mumu, elles sont freelanceuses. Proactive serait l'adjectif qui les décrit le mieux, je pense. J'avais fait leur podcast l'été dernier et je voulais leur poser la question de comment elles se sont lancées afin de financer leur vie de globe-trotteuse et, entre autres, la construction de leur bus Schoolie aménagé. Salut les filles, d'abord, comment vous vous présenteriez en quelques mots? Alors, salut Flo, merci de nous accueillir. Alors, comment s'écrirait en quelques mots? On est des créatrices nomades, voilà, semi-nomades. On a un port d'attache à Montréal, mais sinon on gravite en fait 2 mois par-ci. Ouais, vous allez un peu partout. Ouais, c'est ça. Et comment vous avez commencé? On a commencé, on était toutes les deux salariées au Québec. Muriel avait fait des études en Inde, t'avais vécu en Malaisie, t'avais fait un tour, enfin t'avais vachement voyagé, t'as atterri ici. J'avais beaucoup voyagé, puis j'ai fini mes études au Canada. Et à la suite de ces études-là, je suis devenue salariée pour une grosse entreprise et je travaillais dans le marketing, mais plus du côté partenariat et événementiel. Et moi, après mes études, ça faisait un moment que je voulais partir au Canada et je suis arrivée à Montréal. J'avais prévu de faire un tour du Canada, mais en fait, mon arrivée s'est trop bien passée. J'ai trouvé un emploi tout de suite. Je voulais être freelance, mais on m'a embauchée. Et puis au bout de 4 ans, on en a eu assez et on a eu envie de faire un tour du monde. Donc on est parti 14 mois. Sauf que faire un tour du monde, ça coûte de l'argent, sauf si t'es hyper minimaliste. Mais on avait quand même envie d'en profiter, de pouvoir faire des activités. Moi, j'ai des problèmes de santé, ce qui fait que j'ai quand même besoin d'un certain confort. Donc moi, je me suis dit, j'ai pas trop d'économie de côté, donc ce que je pourrais faire, c'est travailler, faire mon travail de freelance. Je pourrais en fait avoir des clients à distance, parce que j'avais déjà eu des clients à distance, des clients en France, en continuant d'être au Québec. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de continuer cette façon de faire, mais pendant un tour du monde. Mais... en vrai, c'est plus compliqué que ça. Ça n'a pas marché comme ça, en fait. Okay. J'ai eu des clients pendant cette période-là, mais j'en avais clairement pas assez. Et surtout, on n'avait pas du tout le même rythme toutes les deux, parce que Mumu, elle avait un congé sabbatique. Et donc, quand on est rentré à Montréal, on s'est dit, c'est cool, on a un super projet qui est né dans tout ça, où on a décidé qu'on allait créer une émission pour les enfants qui s'appelle Les Petits Aventuriers. Donc on a commencé à faire une vidéo par semaine sur la découverte du monde en animation, on a commencé à lancer une chaîne YouTube là-dessus. Et on avait surtout l'enjeu que quand je travaillais dans les vannes ou dans la petite Jeep qu'on avait aux États-Unis, c'était pas... Enfin, quand tu travailles, t'as quand même besoin d'être bien. Et faut quand même avoir un espace de travail... assez bien configuré dans ton véhicule, quoi. Parce que sinon tu perds du temps quand tu veux manger, l'autre, c'est compliqué. Quand tu faut fais toujours la cuisine, tout réinstaller. Je comprends ça. Et j'en avais marre, donc on s'est dit tant qu'à faire, on va prendre un bus scolaire parce que ça va être un écho aux petits aventuriers, au monde de l'éducation. Et puis c'est aussi un petit rêve d'Européen, parce que c'est sûr que quand tu viens d'Europe, les bus jaunes c'est un symbole. Il y a le bus magique et tout ça. Et en même temps, moi, j'ai décidé, en rentrant du tour du monde, de continuer un peu en freelance. Mais au bout d'un moment, j'ai eu une autre offre d'emploi qui était très intéressante. Et ça a été le moment où je me suis dit, tant qu'à reprendre un emploi, je vais vraiment travailler en parallèle pour trouver des excellents clients et vraiment m'éclater dans le freelance et plus avoir le stress financier que j'ai eu avant. Et au moment où j'ai senti que c'était bon... je suis repartie en freelance et là, depuis, on n'arrête plus, quoi. Et justement, par rapport à ça, comment vous trouvez vos contrats? Parce que ça peut être une des questions qu'on peut se poser quand on souhaite d'aller vers ce mode de vie-là. Donc, comment vous avez fait au début? Alors, les tout premiers clients que j'ai eus, moi, c'était via le réseau. Le réseau, c'est super important. C'est la première source. C'est la première donc, étape. Tes amis, quasiment, les gens que tu connais, que tu rencontres. Tes amis, ta famille, les gens qui sont autour de toi. Puis c'est important pour eux d'être très précis dans ce que tu fais pour qu'ils comprennent ton métier. Ensuite, il y a le projet personnel qui est assez efficace. Le projet personnel, c'est... Attends, il y a aussi ton employeur que tu transformes en client. Oui. Ça, Clem, elle est super forte pour faire ça. C'est bon, j'ai fait ça 2 fois. J'ai fait ça avec mes 2 employeurs. Et en fait, c'est ça. Un peu les gens, une fois que tu as travaillé avec eux, tu peux les convertir en tant que client en freelance. Puis il faut pas avoir peur de le dire. Tu vois, te dire, quand la personne, tu vas quitter ton emploi et elle te dit, mais là, comment je vais faire? Tu dis, et c'est exactement ce que j'ai fait. Je dis, en fait, je suis là, mais je suis juste en freelance. Et en fait, ça va te coûter moins cher à l'année parce que tu n'auras pas besoin de me payer à temps plein, mais juste pour les missions
dont tu as besoin. Et moi, ça m'arrange, toi, ça t'arrange. Et ça, c'est assez efficace. Et comment on fait pour aller au-dessus de la peur de se lancer? En fait, la clé, c'est de faire des changements progressifs, c'est-à-dire tu commences à trouver tes clients, par exemple quand tu es salarié, quand tu es étudiant. Moi, mes premiers clients, je les ai eus quand j'étais étudiante, je n'ai pas attendu d'avoir fini mes études. Une fois que ça marche bien, tu es salarié, tu prends un peu de temps là-dessus, sur tes temps de loisirs, puis tu commences à trouver des missions en freelance. Puis tu essaies d'avoir des bons clients, tu ne dis pas oui à n'importe qui. Tu t'attaches à prendre des clients qui vont te voir comme un investissement et pas comme une dépense. Ça, c'est difficile. Excuse-moi de te couper. Ça, c'est difficile, non, de savoir dire non? Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Oui. Oui, ça s'apprend. Et aussi, ce qu'on recommande beaucoup aux gens, c'est d'avoir un fonds d'urgence pour avoir, par exemple, un 6 mois d'économie. Ou être salarié. Parce qu'en fait... mais de constituer un fonds. Et puis comme ça, on n'est pas obligé de les prendre. En fait, à partir du moment où tu n'es pas stressé financièrement, où tu sais que par exemple tu as un salaire ou alors que tu as 6 mois d'avance, tu ne te sens pas obligé de dire oui à un contrat que tu sais que tu ne veux pas prendre. Et ça, c'est vraiment la clé en fait, de s'assurer sa tranquillité financière. C'est pour ça que c'est important de faire des paliers. Et faites-vous des listes ou concrètement, c'est quoi la règle pour se structurer les paliers En fait, on utilise la méthode du 3M journal. C'est un carnet... Le 3M journal, d'accord. Ouais, tu prends un carnet et puis dans ce carnet-là, tu vas écrire en fait, tu décomposes sur ce que tu as envie de faire dans ta vie à 5 ans, à 10 ans. Et puis tu essaies de décomposer pour savoir quelles sont les étapes pour y arriver à 1 an, quel objectif tu dois atteindre. Et après, tu le découpes en séquences de 3 mois, puis de 1 mois, puis de 1 semaine. Et en fait, ça te permet d'y voir clair. Si tu sais vers quoi tu veux tendre, tu sais sur quoi tu dois mettre tes priorités. Et qu'est-ce que vous pensez des apps qui mettent en relation les pigistes et les clients? Soi-disant, ça aide un peu tout le monde. C'est quoi votre opinion là-dessus? Est-ce que c'est facile ou en fait c'est une mauvaise idée quand on se lance en freelance? Alors, j'ai essayé ces applications-là quand on est parti en tour du monde. En fait, tu as plusieurs types d'applications et ça va dépendre de la qualité de l'application. Mais en général, c'est pas très bon. D'accord. Parce que soit tu vas te battre sur la réputation, donc c'est sur ceux qui sont là depuis plus longtemps, ou alors ça veut dire que tu apportes tes clients à toi pour que tu aies des recommandations, mais ça veut dire qu'il faut que tu passes à travers la plateforme pour que tes clients te payent, et donc ça te coûte de l'argent alors que d'habitude ça te coûtait pas d'argent. Donc déjà ça te coûte de l'argent en fait, parce que tes missions elles sont facturées plus cher et t'en gagnes moins. Et t'es dans une concurrence énorme parce qu'il y a plein de pigistes qui vont répondre au truc. Tu vas être le 15e qui répond ou même le je sais pas combien, et puis tu vas te battre avec quelqu'un. Donc automatiquement, ce système-là, ça fait que ça te met en position de demande en fait. Ouais. Donc t'es pas vraiment en position de force pour négocier avec ton client déjà. Le mieux en fait, c'est d'attirer des clients. Ces plateformes-là, c'est bien si tu te fais un profil et tout parce que t'existes dessus. Mais faut faire attention à pas rentrer dans leur jeu parce qu'après tu perds énormément de temps là-dessus et puis si t'es pas sûr d'avoir des bons retours clients, moi j'en ai fait où franchement tu rentres dans le jeu à dire oui je vais baisser mon prix et en fait c'est pas terrible. Et il vaut mieux bien travailler à savoir qui est ton client idéal, avec qui tu as envie de travailler, où sont ces personnes-là, comment tu peux rentrer en contact avec eux et leur montrer que tu es compétent. Et après, une fois que la personne elle voit que tu es compétent, que tu es de confiance et que tu es fiable, il y a de grandes chances qu'elle signe. Avant de continuer, c'est le moment que vous attendez tous. En tout cas, certains m'ont dit qu'ils aimaient bien ce segment. C'est le segment des nouvelles nomades. L'Inde touchée par une nouvelle pandémie, celle de la van life. Avec les restrictions causées par le virus cette année, de plus en plus de gens en Inde se posent la question de comment voyager sans prendre l'avion. Et alors que la van life était jusqu'à présent un phénomène majoritairement occidental, l'Inde pourrait voir apparaître un nouveau marché du nomadisme et des véhicules récréatifs pour relancer le tourisme. Interviewé par le journal The Hindu, c'est le secrétaire d'État au tourisme dans le Maharashtra,
Valsa Nair Singh, qu'il s'appelle, il confie « Nous réalisons que les gens souhaitent voyager plus proche de chez eux, ce qui peut amener une forte hausse des road trips au sein du pays. Donc les gouvernements de plusieurs provinces seraient déjà en train d'identifier et d'améliorer des infrastructures ainsi que des endroits où les gens pourraient aller camper et se déplacer, notamment sur la côte de Konka. Je ne sais pas où c'est ça, mais je ne suis jamais allé en Inde, mais c'est très intéressant. Jusqu'à présent, la van life en Inde, c'était compliqué dû à de nombreuses autorisations demandées, à la fois régionales, provinciales, gouvernementales, dès qu'on veut traverser plusieurs endroits. Mais il semble qu'il y a une volonté de simplifier le mouvement intérieur en Inde, ce qui peut à la fois avoir des conséquences positives pour d'autres citoyens, je pense, même s'il ne faut pas trop espérer, mais je crois que c'est assez intéressant parce que même si ça s'adresse à des classes sociales plus privilégiées, eh bien, c'est vraiment, vraiment excitant de voir que le mouvement nomade s'étend au-delà de nos frontières. Et justement, dans cet épisode, on parle de freelance et de travailler sur la route, mais comment travailler sur la route sans Internet. Donc l'Internet, avoir un forfait, c'est un truc qui est très important à avoir. L'Internet quand on est sur la route. En France, quand j'ai fait mon voyage en van, j'avais un forfait qui s'appelle Free, que les Français connaissent sûrement. Donc c'est un forfait qui est à 20 € par mois et qui permet d'avoir des données illimitées en France et 25 gigas par mois partout dans le monde. Et ça, c'est un truc que j'ai utilisé. Aujourd'hui, il n'y a techniquement plus de restrictions en termes de durée d'utilisation, parce qu'avant, certaines personnes avaient leur forfait coupé quand ils passaient trop de temps à l'étranger. Mais c'est un forfait qui est très, très cool. Pour les Américains du Nord, cependant, qui ne peuvent pas aller en France, il n'existait pas jusqu'à présent d'alternative. Les forfaits sont extrêmement dispendieux. Mais récemment, il y a une compagnie américaine basée en Californie qui s'appelle Phonus, phonus.me, ça s'appelle. C'est une compagnie qui est basée en Californie et qui veut offrir à tous les résidents de l'Amérique du Nord, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou au Mexique, des données illimitées. Et vous pouvez recevoir ça donc avec n'importe quelle adresse en Amérique du Nord. Moi, personnellement, j'ai voulu faire le test. J'ai commandé une carte SIM. Cependant, elle n'est toujours pas arrivée à cause des délais de la poste. Donc, je vous ferai peut-être une petite revue sur ma chaîne YouTube quand je recevrai ce bidule, parce que je crois que ça peut devenir vraiment un game changer, comme on dit en bon français, parce que ça change la donne d'avoir des données illimitées pour pouvoir travailler. Donc, justement, sur ce, retour à comment travailler sur la route. On voit qu'à travers ce que vous dites, vous aimez vraiment partager des conseils. Je sais que vous avez votre podcast, un site, et vous partagez beaucoup, beaucoup de choses pour aider les jeunes freelanceurs. Ouais. Donc, une question serait, comment on se fait un réseau pour commencer? Et vous avez fait quoi? Vous avez fait du mentorat? C'est sur Internet? On n'a pas tellement de mentorat, nous, en tant que créatrice et freelance, parce que... mais après, on se forme beaucoup, on lit, beaucoup. Etc. On lit beaucoup. Okay. Et j'ai 10 ans d'expérience de freelance aussi qui ont fait que j'ai accusé beaucoup de coups. J'ai appris, même dans mes boulots, quand j'étais salariée, j'ai écrit des contrats parce que j'étais responsable de projet, donc je savais les trucs à faire. C'est aussi pour ça que, à un moment donné, on s'est dit c'est important qu'on en parle, qu'on fasse Voyage en roue libre, mais qu'on développe aussi le campus des créateurs nomades. Aussi, on a le podcast, on a le blog, on essaye de parler de tout ça et d'un peu démystifier le côté freelance. Et justement, avec toutes les questions que tu as posées, il y a beaucoup de choses où on voit qu'il y a des trucs qui sont ancrés dans la tête des freelance, genre faut que je me fasse payer moins cher pour avoir des contrats, faut accepter tous les clients. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel et ça s'apprend, mais se mettre dans les chaussures de son client, quoi. Tu vois ? Parce qu'on a tendance à dire, moi je fais ça, mais c'est pas ça qu'il faut dire à un client. À un client, il faut lui dire, ok, mais... de quoi tu as besoin, clairement. Ouais, c'est pour ça que quelque chose qui est clé aussi, c'est si avant sa vie de freelance, on peut avoir une expérience de l'autre côté du miroir pour savoir qu'est-ce que les clients recherchent. Ça, c'est un truc qui peut aider parce que les pigistes peuvent parfois être un peu trop centrés sur eux-mêmes. Et je pense que dans n'importe quelle autre partie de la vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, de comprendre l'autre côté, c'est super important en fait. Donc, en effet, c'est un super conseil. Je crois que pour être un entrepreneur, il faut avoir de l'empathie. Et si tu n'as pas d'empathie, il faut la développer. Il faut apprendre à être empathique. Et l'empathie, c'est la clé, en fait. Parce que c'est ce qui te permet d'être connecté à la personne en face de toi et de faire en sorte que
tu fasses les choses aussi pour l'aider et l'accompagner et que tu fais pas juste ça pour avoir un chèque à la fin du mois en fait. Et est-ce que finalement, la vie freelance avec la vie nomade, j'ai l'impression que ça a beaucoup amélioré votre, l'estime de soi, la confiance en soi. Parce que quand on parlait, Muriel, tu disais « je suis introvertie », mais finalement, est-ce que ça aide à la confiance en soi d'être freelance ou ça la détruit? Je pense que si ça se passe bien, ça aide. Ça dépend en fait où t'en es dans ton stade. Si t'as pris plein de clients vampires, ça peut te détruire. Les clients vampires. Moi, j'ai failli abandonner mon métier. Ah ouais? J'ai failli abandonner parce que j'en pouvais plus et que je m'y retrouvais plus et que j'étais frustrée et tout. Mais à partir du moment où j'ai repris les bonnes bases et tout, bah non, en fait, t'es super bien. Et c'est ça. Une fois que t'as la bonne approche et que t'as des résultats, non, c'est plutôt super motivant, quoi. Il y a rien de plus excitant que de décocher un nouveau contrat. Parce que ça veut dire qu'il y a un client qui est prêt à te faire confiance, parce que tu sais que c'est un projet qui va te faire super plaisir, dont tu vas être fier. Et en plus de ça, à la fin du mois, tu vas pouvoir payer ton loyer et peut-être faire un voyage ou faire ce qui va te faire plaisir ou participer à quelque chose qui est important pour toi. Et avec donc, la liberté de t'organiser comme tu veux. Ouais, et avec ce risque de se trouver sans contrat, sans argent, vient l'immense récompense de savoir que tu as travaillé pour ce que tu as et ça aide beaucoup professionnellement et personnellement. Même si je pense qu'il ne faut pas trop s'identifier non plus à ce que tu fais parce que le rejet d'un contrat, ça ne veut pas dire non plus qu'on te rejette toi en tant que personne, ce qui peut porter parfois à confusion. Mais non, c'est vraiment super intéressant. Donc, on peut trouver tous vos conseils pour devenir freelanceur sur votre site. Hein. Vous avez un podcast aussi. Donc, pluguez vos affaires. C'est le moment où on fait son autopromotion. Allez-y. Si jamais tu as envie, toi qui écoutes, de te lancer en tant que créateur freelance, on a un guide de 50 pages où on te parle de toutes les étapes à faire pour bien démarrer, les erreurs à pas faire, comme ce qu'on vient de se dire avec Flo. Et puis, tu recevras aussi de nos conseils par email régulièrement pour t'aider là-dedans. Et ça, tu peux le retrouver sur voyage-en-roue-libre.com donc voyage-en-roue-libre.com. Et tu peux nous retrouver sur notre chaîne YouTube Voyage en roue libre. Et on a le podcast Créateur Nomade où tu apprendras de l'expérience d'autres créateurs nomades, dont toi, Flo. On en a eu plusieurs très sympathiques. Il y a eu des photographes, des vidéastes, des développeurs. Il y a plein de profils très différents et ça te montre que tu peux vraiment avoir aussi une façon de voyager. On peut être nomade, mais tu peux être expatrié, immigrant, tu peux être semi-nomade, tour du mondiste, PVTiste, enfin il y a plein de façons de voyager. Et votre schoolie, ça en est où les travaux? Eh bah, figure-toi qu'aujourd'hui, on a commandé l'isolation. Wow! Oh, ça avance. Vous allez pouvoir dormir dedans. Grande étape. Bientôt. Et on a commandé l'isolation en chanvre et en fibre de bois, donc on est content parce qu'on va pouvoir le faire en produits naturels. Donc ça, c'est cool parce que on a lutté pendant des mois contre la rouille et là, on arrive à la fin du combat le plus pénible, je pense, du projet. Là, on va être plus dans la construction que la destruction, tu vois. Ouais, et toutes ces vidéos de la progression de ce schoolie en sorte de maison / école roulante, on peut voir ça sur votre chaîne YouTube. Hein. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu peux te retrouver. Et tu peux voir à quel point c'est pas facile. Je trouve ça super inspirant parce que vous êtes, en plus d'être des créatrices numériques, vous mettez la main à la pâte et à la base, vous connaissez pas tant ça, la mécanique et tout ça. Et vous apprenez vraiment sur le tas, vous le montrez bien dans vos vidéos. Hein, vous êtes devenu super pro de soudure, de réparation de rouille, de remplissage de trous. Donc, je trouve ça super inspirant. C'est clair. Donc, c'est super. Merci beaucoup, Clem et Mimi. Merci à toi, Flo. Merci à toi. Et à la prochaine, si un jour on se revoit. Hein. Ouais, on espère te recroiser sur les routes avec le schoolie. Ouais, carrément. Donc pour résumer, vivre en tant que freelanceur pour financer sa vie nomade, ça peut engendrer du stress, que ce soit financier ou personnel. Et il y a un gros risque à travailler tout le temps sans se rendre compte de toutes ces heures de travail passé, ce qui au final va à l'encontre de la philosophie de la vie en van qui pour beaucoup d'entre nous est une manière d'avoir plus de temps pour soi. Mais je pense qu'en suivant certains conseils précieux, comme ceux de Clem et Mumu dont on a discuté aujourd'hui, en respectant une certaine discipline, en faisant des listes, c'est aussi courir un autre risque. Le risque de complètement s'affranchir et redéfinir une vision du travail sédentaire un peu aliénante pour la plupart des gens.
Mais il faut commencer quelque part. Et donc, à tous ceux qui écoutent ce podcast et qui ont envie de faire quelque chose, qui ont envie de changer de vie, qui ont une idée mais qui ne savent pas trop, j'ai envie de vous dire, quoi que ce soit que vous aimez faire, lancez-vous. Commencez un projet, même si vous n'en êtes pas sûr à 100%. Entre parenthèses, vous ne le serez jamais sûr à 100%. Moi-même aujourd'hui, je ne suis pas sûr à 100% des idées que je veux commencer. Donc, il faut commencer quelque chose pour soi, mais aussi pour les gens autour de nous. Voyez comment ce que vous aimez faire peut aider ou être apprécié par d'autres et diversifier vos revenus également. Ne dépendez pas d'une seule source, d'un seul client. Et apprenez aussi à dire non, même si c'est mettre la croix sur un petit revenu. Vous vous remercierez plus tard. Bref, parfois, il faut apprendre à laisser de côté les doutes et ne pas avoir peur. Car, comme dit Paul, le héros de Dune, oui, on va parler science-fiction un peu, j'en parle jamais, mais je viens de finir un roman extraordinaire qui s'appelle Dune de Frank Herbert, qui est un classique de science-fiction, et je crois que ça va être un film en 2020 ou en 2021. Paul, le héros de Dune, il fait face à beaucoup de défis. Et il a une citation très appropriée pour finir ce podcast. Il dit « La peur tue la raison ». Donc on va finir là-dessus. Donc merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Partagez les épisodes que vous appréciez sur vos réseaux sociaux. Suivez Ma Vie en Van sur YouTube, Facebook, Instagram et Patreon. Merci à tous les nouveaux Patreons qui se sont inscrits récemment. Il suffit de rechercher Ma Vie en Van sur toutes ces plateformes et vous me trouverez facilement. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur YouTube évidemment et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast. Portez-vous bien et vive le van. Ciao!